Joe Biden n'a pas raté son entrée sur la scène internationale, au G7, à l'OTAN, à l'Union européenne. Il a répété, à leur grand soulagement, que l'Amérique était de retour et derrière eux. Clou de sa tournée, sa rencontre avec Vladimir Poutine à Genève. Pas d'annonce spectaculaire, mais le début, peut-être, d'un dialogue plus apaisé entre les deux pays. L'avenir le dira, mais les deux dirigeants ont qualifié leur discussion de constructive. Israël, bye bye Bibi, après 12 ans au pouvoir, Benjamin Netanyahou est détrôné. Un nouveau gouvernement a été formé, mais tiendra-t-il la route ? Il est composé d'une coalition hétéroclite dirigée par un représentant de l'extrême droite et comprenant pour la première fois un ministre islamiste. Analyse de ces trois sujets avec Jean-François Seznec, économiste et politologue à l'Atlantic Council. Tourisme, les milliardaires fatigués d'aller se détendre aux Maldives, à Tahiti ou autres lieux exotiques ont trouvé une nouvelle destination, l'espace. Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile, avec pour objectif de discuter de l'actualité américaine en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie, et Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain. Joe Biden vient de rentrer d'une tournée en Europe qui a été, de l'avis de la majorité des observateurs, un succès, et même un succès personnel, pas un faux pas, pas une déclaration malheureuse. Le président a reçu, que ce soit à Londres ou à Bruxelles, un accueil chaleureux. Nous avons avec nous un expert des affaires internationales, Jean-François Seznec, de l'Atlantic Council. Bienvenue, Jean-François, à Point USA. Votre évaluation de la première phase du voyage, G7, OTAN et Union européenne. Bien, écoutez, je trouve que le voyage a été excellent. Ça a été très bien couvert par la presse. Il a eu une bonne presse en général. La presse européenne est aussi très favorable et je pense que le président a réussi tout ce qu'il essayait de faire. En fait, il essayait de diminuer la température entre les membres de l'OTAN, les membres du G7, les membres et l'Union européenne. Il a très bien réussi. Il n'a pas vraiment donné grand-chose aux Européens, sauf que quand même, ils ont mis un peu de paix, si vous voulez, dans les relations entre Boeing et Airbus, ce qui a aidé beaucoup et qui limite le nombre de tarifs de droits douaniers qui ont été placés sur les produits européens. Donc, je pense qu'il a été très bien reçu et très bien vu par les leaders européens. Et effectivement, ils voient que les États-Unis sont de retour. Mais ils font quand même très attention parce qu'ils ont toujours peur que ça revienne en arrière, bien sûr. Bien sûr. Il y a tout de même un sujet, vous mentionniez cet accord sur Boeing et Airbus, une querelle qui dure depuis 17 ans et qui semble en voie d'une conclusion satisfaisante. Ça, c'est un gros progrès. En ce qui concerne, en revanche, les taxes sur l'aluminium, l'acier, ça n'a pas encore été résolu. Herman Cohen, en tant qu'ancien diplomate à Paris et bon connaisseur donc des affaires européennes, votre avis sur ce sommet Europe-États-Unis? Je crois que c'était une réussite. Surtout, l'ancien président Trump a fait beaucoup de dégâts. Il a dit que les Européens sont nuls, l'OTAN, ça vaut rien, et c'est l'Amérique qui finance tout, c'est l'Amérique qui protège tout le monde. Donc, et il a dit, j'en suis malade, je n'aime pas ça, tout le monde s'occupe et contre nous.
Mais Biden a réparé tout ça. Il dit, écoutez, ça fait 40 ans que nous sommes ensemble, ça marche bien. Chaque fois que nous devons déployer les soldats américains, il y a toujours des soldats de l'OTAN avec nous, surtout en Afghanistan, en Irak. Donc, c'est une coalition solide. Et je crois que les Européens étaient très contents d'entendre ça. René Lake, il y a tout de même une certaine réserve des membres du G7, de l'OTAN, de l'Union européenne sur la Chine. Ils hésitent tout de même à la sanctionner trop sévèrement parce qu'ils tiennent tout de même à avoir de bonnes relations, notamment commerciales avec elle. Oui, il y a tout un jeu stratégique pour les Européens dans ce conflit larvé, latent ou dans cette tension, disons, je crois que c'est un meilleur mot, entre les États-Unis et la Chine, parce que les Européens ne veulent pas se mettre à dos la Chine. Et pour l'Amérique, et ça, c'était aussi l'un des enjeux du sommet. Pour l'Amérique, avoir les Européens de leur côté, c'est très important par rapport à cette tension avec la Chine, parce qu'au fond, la Chine sera d'autant plus forte qu'elle arrivera à obtenir, sinon le soutien, au moins la neutralité de l'Europe. Et ça, bien entendu, ce n'est pas tellement dans l'intérêt des Américains. Donc, l'Europe se situe quasiment dans une situation que j'ai presque envie de dire médiane, d'intermédiaire entre les deux, et elle ne veut pas perdre ce statut. Et je crois que stratégiquement, elle dit à l'Amérique, nous sommes avec vous, nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas nécessairement contre la Chine, et certainement pas dans le discours rhétorique souvent utilisé par les officiels américains. François Saznek, vous le mentionniez il y a un instant, il y a tout de même de la part des Alliés une certaine prudence. Oui, ils sont ravis, comme l'a dit Emmanuel Macron, de voir les États-Unis rejoindre le club et être prêts à coopérer. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas oublié les 4 dernières années et ils s'inquiètent donc un peu de ce qui pourrait se passer si en 2024 plus exactement, Trump ou un de ses clones revenait à la Maison-Blanche. Ah oui, certainement. Et à cause de ça, bien sûr, les Européens suivent la politique américaine de très très près parce que il est certain que même si Trump disparaît d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'il a des problèmes légaux, soit des problèmes physiques, le trumpisme ne disparaît pas. Et il y a quand même presque 30% de la population qui se sent très fortement influencée par Trump et ses idées, et qui, dans l'idée de la politique internationale, est d'insulter tout le monde. Et donc, d'essayer d'obtenir un meilleur deal. Si on peut insulter les gens vous donneront plus de choses. Et c'est une approche qui a été très mal reçue en Europe, bien sûr, mais les Européens ont peur que ça pourrait revenir. Donc, effectivement, ils veulent être sûrs que Biden puisse continuer, mais ils ne seront jamais sûrs des résultats des élections américaines, bien sûr. Évidemment. Dans un instant, bilan du sommet Biden-Poutine. Alors, restez avec nous. Le moment le plus attendu du voyage de Joe Biden était indubitablement sa rencontre avec Vladimir Poutine à Genève. Le président américain avait été critiqué dans certains milieux pour donner à Poutine une tribune qu'il ne méritait pas en raison de son hostilité aux États-Unis. Alors, au vu des résultats, Jean-François, Joe Biden finalement a-t-il eu raison et peut-il dire mission accomplie? Oui, à mon avis, il peut, effectivement. Le lien a été important, ça s'est bien passé. Ils ne se sont pas insultés l'un l'autre. On sentait vraiment qu'il y avait une certaine compréhension des problèmes d'un côté et de l'autre. Bien sûr, Poutine n'a pas laissé passer beaucoup d'occasions de dire pourquoi il n'était pas d'accord sur notre approche avec les dissidents russes
Mais le président Biden a très bien présenté le risque russe sur la cybersécurité. Et je pense que effectivement, là, il aura peut-être gagné quelque chose. D'un autre côté, le président américain a bien présenté nos points de vue sur l'Ukraine, etc. Mais là, vraiment, il y a très peu de chances d'avoir des avancées sur l'Ukraine parce que les intérêts russes sont tels qu'ils ne donneront rien sur l'Ukraine, mais au moins les problèmes sont discutés. Je pense que ce qui est très important, c'est qu'ils ont fait un accord sur la cybersécurité, enfin un accord de principe sur la cybersécurité et sur la limitation des armes stratégiques. Et ça, on savait que ça allait sans doute être décidé favorablement parce que c'est dans l'intérêt des deux pays, mais c'est une très bonne chose que ça a été discuté et présenté de la même façon des deux côtés. Herman Cohen, de votre point de vue de diplomate, est-ce que c'est un succès diplomatique pour les États-Unis? Je crois que oui, parce que qu'est-ce qui compte dans une chose comme ça? C'est que l'autre côté comprend ce que sont nos priorités. Biden a dit, il y a certains citoyens chez vous, c'est pas le gouvernement, c'est citoyens chez vous qui font des dégâts dans nos usines, dans nos entreprises avec la guerre de cyber. Je compte sur vous, M. Poutine, d'arrêter ces gens-là, de stopper tout ça. Et je crois que, vous savez, si ça ne se stoppe pas, nous pouvons faire la même chose chez vous. Donc, je crois que c'était un échange pour mieux comprendre les deux côtés. Avec ça, je crois que c'était une réussite. Dennis Beaver, la réaction des Républicains au sommet a été très, très négative. Sur Fox News, notamment, ça a été un véritable massacre. Ils accusent Joe Biden d'avoir fait preuve de faiblesse. Ils disent c'est Vladimir Poutine qui sort grand vainqueur de ce sommet. Comment voyez-vous les choses, vous, en tant que républicain? Comment jugez-vous ce sommet? Alors, c'est de la propagande des mecs qui sont, à mon avis, sont des conneries de dire ça. Je crois que Biden a eu un vrai succès et c'était très important ce qu'il a fait. Et quand j'entends qu'il n'était pas suffisamment fort, il devrait dire allez vous voir par les Grecs, des choses comme ça. Oh là là. Encore une fois, comme je dis presque toutes les semaines, on est en train de revoir l'ère Obama avec les républicains. N'importe quoi est mauvais. Hein. Il peut se laver les mains. Ah non, il le fait d'une manière horrible. Donc, ce sont des critiques, propagande purement bêtes, à mon avis. Je crois que Biden a fait un très bon boulot, un bon, oui, vraiment, une bonne interaction, comme on dit, avec Poutine. René Léque, ce qui a été souligné peut-être un peu plus que nécessaire par les républicains, c'est que effectivement, il n'y a pas eu de résultat concret de ce voyage, de ce sommet. Hein. Chacun a, si je puis dire, montré ses cartes sur la table. Voici ce que je veux, voici ce que j'attends de vous. C'est ce qu'a dit Biden. Hein. Tracer la ligne rouge. Il y a des limites à ne pas dépasser. Si vous les dépassez, vous devrez en payer les conséquences. Vladimir Poutine a écouté. Il a fixé lui-même ses conditions, les points sur lesquels il ne changerait pas d'opinion. Donc, en fait, les résultats de ce sommet, on ne les connaîtra, René, que sur le long terme, au moins dans les 6 prochains mois, disons, et plus. Tout à fait, Claude. Et c'est souvent le cas pour ce genre de rencontre, surtout pour cette rencontre. Et quand je dis cette rencontre, je veux dire États-Unis aussi, en particulier. C'est vrai pour Biden, c'est vrai pour les autres présidents américains. On aura vraiment une bonne idée dans peut-être 6 mois, 1 an, pouvoir
effectivement, ça a permis d'aboutir dans certains domaines. Je ne suis pas sûr, moi, qu'elle n'ait pas été très concrète, parce que moi, je vois aujourd'hui dans certains commentateurs au niveau du département d'État, certains analystes, il y a quand même eu des secteurs dans lesquels il y a des progrès, je ne vais pas dire qui ont été faits, mais qui devraient se faire. En tout cas, ils ont mis en place le système. Il y a toute cette conversation autour de ce qu'ils appellent la stabilité stratégique, d'engager les conversations pour éviter qu'il y ait indûment un conflit qui soit déclenché, notamment avec des armes nucléaires. Donc, il y a la reprise de ces conversations. C'est très, très concret. Il y a la liste des 16 secteurs que les Américains ont présentés aux Russes pour leur dire, voilà, on devrait pouvoir tomber d'accord sur un certain nombre de secteurs, comme le disait Herman tout à l'heure. Les Américains en ont proposé 16. Je ne sais pas ce que les Russes ont proposé, mais ils ont juste commencé la conversation pour dire, ces secteurs-là, on n'y touche pas. Ne nous attaquez pas. Pas d'attaque cyberattaque à ce niveau-là, et de notre côté, nous aussi, on n'en fait pas. Donc, il y a des aspects comme ça qui ont été discutés et sur lesquels ils ont engagé des conversations qui, semblerait-il, pourraient donner des résultats à très court terme, même, j'ai envie de dire. Et il y a également l'autre point, également, une conversation qui, semble-t-il, a été engagée sur une swap, un changement, un échange de prisonniers qui pourrait se faire même très bientôt. Donc, on n'a pas toutes les informations, bien entendu, tout n'a pas été dit, mais il semblerait, moi, ce que je vois de certains gens impliqués de l'intérieur, il semblerait qu'ils étaient assez satisfaits, même d'un point de vue des résultats concrets. Jean-François, en dehors des discussions elles-mêmes, sur le plan humain, sur le plan contact, c'était la première fois que les deux hommes se rencontraient, du moins depuis que Joe Biden est président. Ce qui a frappé les observateurs tout de même, c'est que les deux l'ont souligné, il n'y a pas eu d'animosité une animosité qu'on pouvait redouter. Et les deux ont reconnu que, tout compte fait, leur conversation avait été très constructive. Oui, c'est vrai, mais je pense que ce qui est très important, c'est que ces deux hommes sont vraiment des hommes politiques professionnels. Ils savent très bien dominer leurs sentiments pour montrer une face qui est positive quand ils en ont besoin. Et ça veut dire que s'ils n'en avaient pas besoin, ils pourraient faire le contraire. Et je pense que c'est la grosse différence avec Trump qui n'était pas capable vraiment de donner une impression de professionnalisme tout le temps. C'était basé, comme je disais tout à l'heure, c'était basé sur les insultes personnelles. Et ça, c'est quelque chose qui passe mal en diplomatie. Et je suis sûr que Herman sera d'accord en disant que la diplomatie a gagné, en fait, dans ces meetings, parce que maintenant, on peut recommencer à travailler de façon ouverte, plus ou moins amicale, mais sans essayer d'empêcher les autres de donner leur point de vue. Donc, les gens peuvent s'écouter et avec un peu de chance, peut-être qu'ils arriveraient à un accord à ce moment-là. Résultat qui n'est pas négligeable. Un nouveau gouvernement qui, pour la première fois en 12 ans, n'est pas dirigé par un Netanyahou. Nous en discutons après cette pause. Ça a pris du temps, mais les adversaires de Benjamin Netanyahou ont réussi à le détrôner en formant, après 4 essais infructueux, un gouvernement de coalition très hétéroclite dans sa composition, puisqu'il comprend des représentants d'un peu toutes les nuances, allant de l'extrême droite à la gauche, et pour la première fois compte un ministre arabe israélien. Question de tout le monde, Jean-François Seznec, combien de temps cela va-t-il durer ? Probablement pas très longtemps, hein, en fait, parce que on ne sait pas, bien sûr, si le nouveau ministre arabe pourra s'entendre avec les ministres qui sont de l'extrême droite, de la droite religieuse. Et il ne faut pas oublier que le nouveau Premier ministre Bennett a
fait campagne sur le fait qu'il faut annexer la Palestine. Et donc, ça va créer des gros problèmes avec tous les gens de gauche, bien sûr, et les gens de droite vont dire qu'il n'en fait pas assez. Donc, ça va être un problème. Mais il est certain que Benjamin Netanyahou s'est fait tellement d'ennemis dans la classe politique que peut-être que les gens feront des compromis en attendant. Enfin, je suis pas très optimiste sur la longueur du gouvernement ici. Et Netanyahou a d'ailleurs promis qu'il reviendrait sous peu. Il pratique un peu la même politique que l'homme qu'il admirait beaucoup et qu'il a beaucoup soutenu, Donald Trump. Dès les résultats connus, il les a contestés et il a parlé de fraude électorale lui aussi. Herman, le président Biden a immédiatement téléphoné d'Europe à Naftali Bennett. Son adjoint, Yair Lapid, a été invité à venir à Washington. Prévoyez-vous un changement de la politique de Washington à l'égard d'Israël? Non, pas beaucoup. Les États-Unis ont toujours dit que nous défendons la sécurité d'Israël à 100%. Donc, ça ne change pas. Donc, nous étions avec Netanyahou un peu négatifs à cause de manière comme il a traité les Arabes, c'est-à-dire les Israéliens d'origine arabe. Et comme il était pour lui, le gouvernement était pour Netanyahou, c'était pas pour le peuple israélien. Donc, je crois que les Américains sont soulagés qu'il y a un autre gouvernement où on peut travailler, surtout pour aider les gens de Gaza, qui ont beaucoup souffert avec la guerre. Et je crois qu'ils sont en train de planifier une meilleure situation entre les États-Unis et Israël. Jean-François, est-ce que vous prévoyez de grands changements au Proche et au Moyen-Orient avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement et le départ de Netanyahou? Pas vraiment, parce que Netanyahou a fait le travail pour l'extrême droite israélienne et pour Bennett en particulier. Et, ils ont fait déménager l'ambassade américaine vers Jérusalem. Ils ont ouvert les relations avec les Émirats arabes unis et ils sont en grande conversation avec l'Arabie saoudite. Tout ça, c'est ce que Netanyahou voulait faire pour défendre Israël contre l'Iran. Et je pense qu'effectivement, on ne verra pas vraiment grand-chose sur ça. Le grand problème d'Israël, c'est l'Iran. Et je ne pense pas que M. Bennett va changer la politique israélienne vis-à-vis de l'Iran. Il sera toujours contre l'Iran parce que l'Iran est un danger existentiel pour Israël par l'intermédiaire de Hezbollah en Syrie, bien sûr. Et je ne vois pas vraiment de changement là-dessus pour le moment, en tous les cas. Nélic, vous avez un commentaire sur ce changement de gouvernement? Oui, mais dites, Claude, en fait, j'ai l'impression qu'on risque de se retrouver un peu dans une situation à l'italienne où ça a duré une décennie. Espérons que ça ne va pas être aussi long. Mais le choix n'est pas très important. Hein. C'est entre l'extrême droite Netanyahou ou une coalition grand écart, extrême droite jusqu'à la gauche. Donc, franchement, les deux situations sont des situations presque aussi inconfortables l'une que l'autre, en tout cas pour les observateurs extérieurs et qui ne sont pas dans un jeu partisan par rapport à cette situation. Et bon, je crois que, je ne sais pas, je pense qu'on va vers une période un peu d'instabilité dans le pays. Je ne sais pas comment les choses vont se stabiliser. Espérons qu'elles ne se stabilisent pas trop à l'extrême droite comme ça a été ces dernières années, parce que ça a été relativement catastrophique de mon point de vue. Denis Beaver, réaction de votre côté? Hier, il a réagi d'une manière très forte quand les idiots ils ont envoyé les ballons incendiaires sur Israël. Il s'est montré comme quelqu'un fort. On peut dire qu'il y en a. Hein. Il faut voir. Il fallait un changement et c'est ce qu'on va voir.
Jean-François, comment vous interprétez cette rupture de la trêve entre le Hamas et Israël? Mais c'est très embêtant, effectivement, parce que il est certain que Hamas est dirigé par les frères musulmans, mais à cause de ça, beaucoup de couverture, beaucoup de support en Turquie et au Qatar. Et ces deux pays-là poussent un peu Hamas à continuer à se battre avec Israël. D'un autre côté, les Saoudiens voudraient bien avoir la paix et voudraient en fait ne pas donner une excuse à Bennett et au nouvel gouvernement pour faire une annexation du West Bank, hein, de la Palestine. Donc, c'est très embêtant, mais je pense que quand même, les États-Unis et même la Turquie en ce moment essaieraient de pousser plutôt Hamas à ne pas faire trop de bêtises et à forcer Israël à reculer ou à réattaquer le Hamas. Et je pense que Israël n'a pas vraiment envie d'attaquer le Hamas à l'heure actuelle. Mais à long terme, il va falloir qu'il y ait une solution entre Hamas et Israël. Mais tant que Hamas sera contrôlé par les frères musulmans, ce sera difficile de faire un changement. Merci Jean-François Seznec de vos explications et commentaires. Je rappelle que vous êtes économiste et politologue à l'Atlantic Council, un think tank très prestigieux et très connu de Washington. Revenez en tout cas nous voir à Point USA et pour partager avec nous votre expertise. Merci encore. Avec plaisir, merci beaucoup. La nouvelle fantaisie des milliardaires, une petite balade dans l'espace. On en parle dans un instant. Les Maldives, Tahiti, les îles du Pacifique ou des Caraïbes, tous ces lieux qui font rêver le commun des mortels, n'a plus le même attrait pour les multimilliardaires qui ont trouvé leur nouveau paradis, un lieu très exclusif où ils ne risquent pas d'être dérangés par la foule, un voyage dans l'espace. Mais René Lec, ça n'est pas donné. Non, ce n'est pas donné. Les vols prévus par Virgin Galactic vont tourner autour de $250,000, dit-on, et on pense même que d'ici l'été, ça se passera à $500,000. On parle de 25 millions pour le vol avec Blue Origin et Jeff Bezos et son frère. Et au demeurant, Claude, le vol est prévu, le lancement est prévu pour le 20 juillet, date anniversaire de l'amérissage d'Apollo 11 sur la Lune. Et ils ont fait une vente aux enchères en ligne. Il y a eu 100 000 participants dans 143 pays. Je serais curieux de voir la liste de ces pays, Claude. Mais le gagnant, celui qui a obtenu le billet, il y a 3 places. Hein, il y a 3 places à bord du véhicule spatial. Donc, partager ce voyage extraordinaire avec Jeff Bezos et son frère Mark a payé $23 millions. Vous vous rendez compte? Donc, il y a une grande rivalité entre les trois, entre Blue Origin de Bezos, SpaceX de Musk Elon, et puis, comme vous le mentionniez, Virgin Galactic de Richard Branson. Alors lui, c'est relativement bon marché, comme vous le dites, $50,000. Et vous savez, Claude, en préparant l'émission, je lisais que les experts parlent d'un marché, d'une industrie qui va tourner d'ici la fin de la décennie, en 2030, autour de 8 milliards de dollars américains. Donc, il y a là aussi la dimension business. C'est pas juste que de la fantaisie, quoi, quelque part.
Et là, ce qui est intéressant, et j'avoue que jusqu'à ce que je lise un article, je n'y avais pas pensé, mais les environnementalistes sont tout à fait opposés à ce genre de voyage parce que c'est une grosse source de pollution et ça consomme évidemment pas mal de carburant, j'imagine. Mais Dennis Beaver, comment vous voyez? Est-ce que vous êtes prêt à... Disons que le prix d'un voyage dans l'espace soit soudain fortement réduit et ne coûte pas plus cher qu'un voyage, qu'un billet d'avion. Est-ce que vous seriez prêt à partir pour l'espace? Oui, d'accord. Bon marché, OK, mais 28 millions de dollars, pense à ce qu'on peut faire avec cet argent. Combien de bourses pour les étudiants à la fac? Les homeless, les sans-abri, combien de maisons, d'appartements qu'on aurait pu construire, les gens qui sont pauvres, qui ont besoin, au lieu de gaspiller cet argent pour quelques minutes. Oh là là, voilà, c'est la Terre, oh intéressant. Quel gaspillage. Parce que le voyage coûte 28 millions de dollars pour 10 minutes. Oui. Oui, mais c'est dingue, c'est dingue. C'est quel égoïsme. Au lieu de dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour les autres, pour la société avec cet argent. On aurait fait beaucoup de choses avec cet argent, au lieu de gaspiller comme ça. Alors ça m'écoeure, franchement. Herman, vous êtes un fan de ce genre de voyage? Je trouve que c'est ridicule, mais ce que je trouve un bon résultat de tout ça, c'est le retour de services passagers supersoniques. Vous vous rappelez qu'avec le Concorde, ça existait pour quelques années, mais à cause de cette nouvelle technologie, c'est en train de revenir. Donc, nous aurons des vols Washington-Paris dans 3 heures, je crois que l'année prochaine. Et c'est ça le plus important résultat de tout ça. René, si vous en aviez la possibilité, est-ce que vous seriez tenté de prendre place à bord de l'un de ces véhicules? Écoutez, je ne sais pas, Claude, je regarde ici, je vois Axiospace, 55 millions pour une semaine pour aller visiter la station internationale. Bon, j'avoue que ça serait pas mal. Si c'était à 5 000 $, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de candidats. Aller faire un tour et revenir d'une semaine, ça, c'est pensable. Mais les chiffres auxquels on fait allusion ici, bien entendu, rendent cela tout à fait prohibitif. Mais ils disent quand même, par rapport aux chiffres que je donnais tout à l'heure, qu'il y aurait jusqu'à un marché d'à peu près 1 million de personnes au niveau planétaire. Donc, il y a quand même 1 million de personnes qui ont suffisamment d'argent, qui sont millionnaires en dollars et qui sont intéressés. Et en ce moment, ils sont en train de bâtir la banque de données avec tous ces noms-là et tous ces contacts. Ça va être intéressant. C'est drôle à voir, mais j'avoue que je partage un peu l'indignation de mon ami Denis. Enfin, de toute évidence, il semble qu'il y ait un marché. Hein. Personnellement, si j'étais plus jeune, je ne sais pas, peut-être, mais pour le moment, je serais très heureux d'aller simplement à Disney World et de m'offrir une petite balade de 40 minutes à bord d'un véhicule stimulant ceux de la NASA vers Mars. Mais on se dit, on se moque un peu de ces multimilliardaires, de ce 1% que dénonce Bernie Sanders, mais il y a tout de même des gens très riches qui utilisent bien leur argent. Et c'est le cas de l'épouse de Jeff Bezos, Mackenzie. Mackenzie, la femme la plus riche du monde. Et elle s'est d'ailleurs très rapidement remariée. C'était un beau parti. Mais elle vient de donner presque 3 milliards de dollars à 286 universités et organisations. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci, Mackenzie. Voilà, c'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Merci René, Denis, Herman. De nouveau, merci à Jean-François Seznec. Sans oublier notre producteur-réalisateur, Serge Njamba. Et merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas une nouvelle fois
je répète, à nous faire part de vos commentaires et suggestions et adressez-les à frenchbuzztv.com. À très bientôt. Ici, Claude Porcella, à Washington.